Bonsoir, bienvenue dans ce grand format consacré à l'un des atouts de la principauté, sa place financière. 96 établissements, 147 milliards d'euros d'actifs. Nous vous dévoilerons ses atouts et ses ambitions. Nous évoquerons aussi la coopération internationale, la lutte contre le blanchiment et la transparence fiscale. Sans plus tarder, je vous propose d'accueillir notre premier invité, le président de l'Association monégasque des activités financières, Étienne Franzy. Bonsoir Étienne Franzy. Bonsoir. L'AMAF que vous présidez réunit tous les acteurs de la place. Quel est son rôle en quelques mots? Statutairement, nous sommes un syndicat patronal, mais notre mission, c'est de faire adhérer l'ensemble des membres de manière à développer la place. Nous menons plusieurs actions d'animation en accueillant dans des déjeuners-débats de hauts responsables de nos activités. M. Draghi, par exemple, mais aussi le gouverneur de la Banque de France et le président de l'Autorité française des marchés financiers. Nous menons des opérations de promotion à l'étranger. Nous sommes une force de proposition vis-à-vis du gouvernement et du Conseil national de manière à améliorer notre corpus législatif et réglementaire. Et enfin, nous faisons de la formation en ayant mis en place des cycles de formation diplômante et obligatoire. Alors cette place financière, elle se porte bien, très bien même. On va regarder quelques chiffres clés et les commenter ensemble. Voici le premier, 147 milliards d'euros d'actifs gérés. C'est votre baromètre ? Oui, bien sûr. C'est ce qui permet de mesurer l'attractivité de la place. La place actuellement est en plein développement. 147 milliards d'euros, ça signifie une progression de 14% en un an. Depuis le 30 septembre 2020, 30 septembre 2021, et c'est un quasi-doublement en 10 ans. On pourrait également ajouter à ces 147 milliards d'euros, 20 milliards d'euros qui sont gérés depuis Monaco, mais placés sur des places étrangères. Ouais, une place financière résolument tournée vers l'international. Un chiffre pour s'en convaincre, 43%. Oui, 43%, ça représente la part des ressources détenues par des non-résidents. Non-résidents qui se situent dans tous les pays d'Europe et même au-delà, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine et même en Océanie. Cette solidité, cette attractivité, comment l'expliquez-vous? Quels sont vos atouts? Outre les atouts spécifiques de la principauté, la stabilité politique, sociale, la sécurité, la facilité d'accès, je dirais la qualité de nos membres, et particulièrement des banques, qui pour l'essentiel appartiennent toutes à des groupes bancaires internationaux très puissants. La diversité, ce qui, je dirais, procure à la clientèle un grand choix, mais aussi à la qualité de nos résidents, qui offrent, je dirais, des perspectives de croissance très, très importantes. Oui, mais d'autres places financières ont certainement ces atouts aussi. Qu'est-ce qui vous différencie finalement de Londres, de Genève ou encore de Luxembourg? Alors, Luxembourg et Londres se situent sur des créneaux complètement différents. En ce qui concerne Genève, je dirais qu'aujourd'hui, plus rien ne nous différencie d'elle, si ce n'est l'ancienneté. Nous avons les mêmes produits et services. Nous disposons de la même expertise, du même niveau d'expertise, et nous avons la même capacité à satisfaire une clientèle, même la plus sophistiquée. Durant la crise sanitaire, la place financière s'est montrée très résiliente. Ce sont vos mots sur Monaco Info. Qu'est-ce que cette crise a révélé de vos organisations ? Je confirme, très résiliente et très réactive. Alors qu'un seul de nos membres s'était essayé au télétravail précédemment, dès mars 2020, en quelques jours, tout a basculé. Tout le monde s'y est mis, et jusqu'à parfois des proportions très importantes. Par exemple, certains établissements sont arrivés jusqu'à près de 90% de leur personnel qui était en télétravail. C'est ça, si vous voulez, qui nous a permis, en fait, de ne pas avoir à choisir entre le service à la clientèle et la santé de nos collaborateurs. Oui, non seulement les banques ont continué de fonctionner, de répondre aux attentes de leurs clients, mais vous avez aussi eu un rôle de soutien de l'économie monégasque à ce moment-là. Oui, même un rôle essentiel, je crois qu'on peut le dire.
c'est par les banques, à travers le fonds de garantie monégasque géré par la MAF, qu'ont été distribués les près de 60 millions d'euros de crédits garantis par l'État, qui sont venus aider les secteurs les plus fragilisés par la Covid. Alors, autre chiffre qui marque les esprits, 3100. La place financière monégasque emploie 3100 salariés et elle recrute encore. Hein. Oui, il y a toute une palette, il y a des ingénieurs, il y a des juristes, il y a des spécialistes de crédit, il y a des spécialistes de compliance. On continue à recruter, ce qui témoigne de la totale volonté de la place d'accompagner les autorités monégasques dans la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Je pense que tout à l'heure, Monsieur le directeur du SICFIN viendra confirmer cette implication des banques dans ce domaine-là. Nous recevrons Michel Huneau dans quelques instants. Mais d'abord, on va découvrir les coulisses d'une salle des marchés. C'est un privilège rare. Le reportage de Patricia Navarro. Oui, je te confirme qu'on souhaiterait couvrir sur le client. Donc est-ce que tu pourrais me vendre, s'il te plaît, 50 contrats sur l'Eurostoxx ? C'est le centre névralgique d'une banque, un lieu où les regards sont rivés sur les écrans et la réactivité le maître mot, la salle des marchés et l'interface entre les clients et les marchés. Une salle de marché est composée de différents opérateurs qui sont spécialisés par type de produit. Donc on a en général les opérateurs spécialisés sur les obligations, sur les actions, sur le change, sur les options, sur les produits structurés. Et donc ils appellent les clients où on reçoit des appels et on va traiter des opérations en fonction des demandes tout au long de la journée. Dans cette salle des marchés, une vingtaine d'opérateurs scrutent minutieusement les tendances, leur profil pour la plupart des spécialistes expérimentés qui ont déjà officié dans des places financières de renom comme Paris, Londres ou aux États-Unis et aptes à répondre aux attentes d'une clientèle locale très internationale. Pour traiter cette clientèle extrêmement diversifiée, multiples nationalités, nous avons des opérateurs qui parlent les langues de nos clients, qui connaissent les différents marchés financiers mondiaux, ainsi que les problématiques liées à certains types de marchés. Nous avons ainsi plusieurs nationalités, plusieurs langues parlées. On parle 6 langues différentes dans cette salle des marchés. Et les journées dans une salle des marchés se déroulent selon un mode opératoire bien cadencé. Chaque matin, en fait, on regarde ce qu'on appelle les market movers, c'est-à-dire il y a tous les jours des événements qui vont marquer et qui vont influencer la direction des marchés. Donc, par exemple, on va avoir les publications des chiffres de l'emploi aux US qui sont un market mover important, qui arrive une fois par mois. Là, en ce moment, bien sûr, l'attention est tournée sur les chiffres de l'inflation, parce qu'on est sur des niveaux qu'on n'a jamais vus depuis 30 ans. Et en période de publication de résultats, là, c'est les grosses entreprises. Alors, évidemment, il y a les GAFA, mais également toutes les grosses entreprises en Europe qui publient et qui donnent une tendance, en fait, à la fois sur les résultats passés, mais aussi qui donnent des guidance. Donc, parce que le marché, en fait, tout le travail du marché, c'est d'anticiper le futur, de savoir ce qui va se passer pour que le prix d'une action aujourd'hui ou d'une obligation révèle sa valeur future, en fait. Toutes les banques ne disposent pas de salle des marchés, cela représente pourtant une plus-value indéniable. Le gros avantage, c'est que nous traitons directement dans le marché, nous ne passons pas par une maison mère en France ou en Suisse, on est directement, donc l'exécution est beaucoup plus immédiate et de qualité. Tous ces opérateurs sont donc un peu des médiums à la recherche d'un coup d'avance pour essayer d'avoir le plus tôt possible une interprétation des événements macro et micro afin de conseiller de la meilleure des manières le client. Qualité indispensable en salle des marchés, avoir du sang-froid, savoir garder son calme, prendre du recul, être précis sur les ordres reçus et rester, bien évidemment, à l'écoute des attentes du client. Alors ces métiers ont beaucoup évolué, Étienne Franzy. Comment voyez-vous la place financière dans 10 ans, encore plus forte, j'imagine, avec plus d'acteurs, plus de clients, plus de milliards ? Je suis très optimiste. Je crois que tous les atouts que j'ai évoqués tout à l'heure vont se renforcer. On devrait avoir l'arrivée de nouveaux résidents de qualité, notamment avec la livraison de Maretera, l'extension en mer du côté de Lorboto. De nouveaux membres vont nous rejoindre et qui apporteront avec eux leur clientèle. À cet égard, on peut noter que rien que sur l'année 2021, on aura en fin d'année reçu 9 nouveaux membres supplémentaires.
Restez avec nous, Étienne Franzy. Nous allons maintenant accueillir l'un de vos interlocuteurs réguliers, le directeur du service d'information et de contrôle sur les circuits financiers. Bonsoir Michel Hénaud. Bonsoir Président. Vous dirigez le SICFIN, pièce maîtresse dans la lutte contre le blanchiment. Vous nous rappelez d'abord en quelques mots la double compétence de vos services? C'est d'une part veiller à ce que les assujettis, au premier rang les banques, mettent en place des règles de compliance, essentiellement d'identification de leur clientèle. Et nous avons un pôle enquête chargé de traiter les déclarations de soupçons qui sont adressées non seulement par les banques, mais également par tous les professionnels assujettis à ces obligations. Comment ça se passe, Étienne Franzy, quand une société ou une banque a des soupçons sur l'origine des fonds? Nous informons le SICFIN que nous avons constaté soit dans les opérations qui transitent par le compte, soit parce que par ailleurs une information nous est arrivée, que tel ou tel client pourrait, présenter quelques risques, quelques indices de blanchiment. Financement du terrorisme, je crois que pour l'essentiel, nous en sommes préservés à Monaco. Et dans ces cas-là, donc, le SICFIN est informé immédiatement par... Donc une déclaration écrite? Déclaration écrite, déclaration de soupçon. Michel Hénaud, combien de déclarations de soupçons avez-vous reçues? Alors environ 650 par an. Je voudrais noter que malgré cette crise sanitaire en 2020, les assujettis au premier rang, les banquiers, je voudrais le noter devant le président Étienne Franzy, ont adressé à peu près le même niveau de déclaration de soupçons qu'en 2019. C'est-à-dire que les professionnels, comme le SICFIN, se sont adaptés à ce cadre sanitaire qui était un peu contraint pour montrer que la vigilance a été de tous les instants parce que la criminalité financière ne connaît ni les frontières ni les crises sanitaires. Alors, ces déclarations de soupçons, il faut ensuite les traiter. Combien d'enquêtes ont réalisé vos services et comment est-ce que vous faites pour enquêter, Michel Hénaud? Alors, vous pensez bien que dans une émission de télévision, et s'agissant d'une cellule de renseignement financier, vous n'allez pas nous on ne livrer va tous pas vos vous secrets. détailler C'est ça. les procédures qui, par hypothèse, doivent rester secrètes. Je crois que l'efficacité est due à la confiance. La confiance, c'est la confidentialité. Au final, combien de rapports sont transmis aux autorités compétentes? Environ 45 par an. On a des chiffres en progression constante chaque année et tous les jours, nous avons des liens avec la police, avec le parquet général. Alors, le SICFIN est également chargé par le gouvernement princier de conduire le processus d'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. C'est un outil préventif. Et la deuxième évaluation fait apparaître un niveau de menace stable, mais une vulnérabilité en recul. Vous pouvez nous expliquer? Cette évaluation nationale des risques est un travail collectif, mais c'est aussi un travail de vérité, à partir duquel nous allons tous ensemble, sous l'égide du gouvernement princier, élaborer un plan d'action pour rendre encore plus efficace cette coopération nationale et puis mieux sensibiliser encore l'ensemble des professionnels. Au SICFIN, vous avez désormais un pôle dédié aux crypto-actifs. Un mot peut-être là-dessus, c'est l'un des grands défis pour vous de ces prochaines années. Et est-ce que c'est un angle mort pour l'instant dans la lutte contre le blanchiment? Alors ce n'est pas un défi uniquement pour le SICFIN de Monaco, c'est un défi pour le système bancaire mondial. Si demain vous avez des monnaies numériques qui échappent à la régulation, qui ne sont pas en conformité avec les règles prudentielles et de contrôle, le monde doit s'inquiéter. Et pour autant, cette nouvelle technologie, les monnaies numériques, la blockchain, doivent être appréhendées à l'aune de la régulation. C'est-à-dire que à quoi sert de mettre en place un dispositif de traçabilité pour prévenir le blanchiment, la corruption, la lutte contre le terrorisme, si grâce ou à cause des monnaies numériques, on échappe au contrôle. C'était ça le défi. Et nous avons
aujourd'hui que dans les mois qui viennent, avant la fin de l'année 2022 qui vient de débuter, eh bien, normalement, la BCE aura pris une initiative en vue de réguler l'usage de ces monnaies numériques. Merci Michel Huneau, merci Étienne Franzy d'avoir participé à ce grand format. Nous allons maintenant accueillir le conseiller de gouvernement, ministre des Finances et de l'Économie, Jean Castellini. Bonsoir Jean Castellini. Bonsoir à vous. Avant d'évoquer avec vous les défis de la place financière monégasque, une question sur la lutte contre le blanchiment dont on vient de parler avec Michel Huneau. Monaco sera bientôt évalué par Moneyval, organisme du Conseil de l'Europe. 6 experts sont attendus en principauté. Ils rendront leur rapport en fin d'année. Comment abordez-vous cette évaluation cruciale pour la réputation de la principauté ? Nous l'abordons sereinement et unis. Ce qui compte dans ce genre d'exercice, c'est d'avoir une approche au niveau du pays où tout le monde, secteur privé, secteur public, entreprise, administration, parle d'une même voix. J'utiliserai volontiers le terme Team Monaco, une équipe qui est là pour démontrer la réalité économique, financière de la principauté aujourd'hui. Monaco a signé une trentaine d'accords bilatéraux en matière fiscale. Le dernier en date avec les Émirats arabes unis, c'était à Dubaï. Ça veut dire qu'avec ces pays, le secret bancaire n'existe plus ? Alors, c'est un terme que je n'aime pas beaucoup. En fait, il s'agit plutôt de respecter la confidentialité des investisseurs lorsque nous échangeons des informations dans le cadre de ce nouvel ordre économique et fiscal mondial, l'échange automatique d'informations. Mais dans le cas précis que vous évoquez, il s'agit d'un accord avec un autre objectif, ce que l'on appelle, là encore en anglais, des DTA, Double Taxation Agreement, qui, comme leur nom peut-être ne l'indique pas, sont en fait conçus pour éviter la double imposition et donc favoriser les relations économiques entre la principauté de Monaco et par exemple en effet plus récemment avec les Émirats arabes unis. Alors parlons de cette place financière que vous connaissez bien puisque vous avez été banquier dans une autre vie et membre du bureau de l'AMAF. Quel regard portez-vous sur les 10 ans d'évolution et de transformation de cette place ? C'est un regard forcément bienveillant dans le sens où c'est en effet une profession que je connais bien, que j'ai côtoyé et que je continue de côtoyer au quotidien. Mais c'est aussi un regard exigeant, puisque que ce soit dans le cas de l'évaluation Moneyval que vous avez évoqué, ou de manière plus large, du fait que les standards internationaux évoluent sans cesse, il faut que notre place bancaire et financière s'adapte. Il faut qu'elle soit plus compétitive, plus professionnelle. Elle le démontre chaque jour. Elle l'a démontré notamment, nous y reviendrons peut-être, dans le cadre de la crise sanitaire que nous traversons depuis environ 1 an et demi. L'un n'empêche pas l'autre. Il faut d'un côté bien réguler, bien encadrer, et de l'autre favoriser le développement et l'émergence de nouveaux talents dans le domaine bancaire et financier à Monaco. Alors parlons du présent et de l'avenir. La finance durable est devenue un axe prioritaire. Avant de vous interroger sur le sujet, on va tenter de mieux comprendre ce qu'est la finance dite bleue ou verte. Reportage Sandrine Nègre. En quelques années à peine, l'impact environnemental et le développement durable sont venus compléter les offres destinées aux clients du secteur bancaire. Objectif, la construction d'une gestion plus responsable car respectueuse de l'environnement. L'idée, c'est de donner un sens éthique sur des investissements financiers de long terme. Donc la finance durable aujourd'hui est un levier indispensable pour financer une transition environnementale et écologique qui est nécessaire à notre époque. À partir de 2018, la Commission européenne a lancé un plan d'action et on a fait une publicité importante. Et il y a eu les accords de Paris et il y a aussi les recommandations de l'ONU en matière d'investissement responsable avec la divulgation d'un certain nombre de principes.
Autre source de sensibilisation, la politique environnementale menée sous l'impulsion du prince Albert II en principauté. Voici à présent quelques exemples de finances durables dans différentes banques de la place monégasque. Ils sont aussi variés que le recyclage, l'efficacité énergétique, la valorisation des déchets ou encore les infrastructures environnementales, la gestion des ressources en eau, la production d'énergie renouvelable et la gestion plus durable de terrain. La réglementation aussi a un impact très clair puisqu'elle s'impose aux acteurs économiques. Bien évidemment les entreprises, mais aussi les établissements bancaires et les compagnies d'assurance. Et donc tout ce mouvement, effectivement, interpelle à un moment donné les clients et qui se demandent de quoi il s'agit et quel est l'intérêt pour eux. Ça, c'est aussi notre rôle, effectivement, un rôle éducatif, puisqu'on s'aperçoit que l'investissement en finances durables est tout à fait compatible avec la recherche de performance. Preuve d'ailleurs de cet engagement, en 2022, chaque établissement devrait avoir un responsable ESG, 3 lettres pour des termes significatifs, environnemental, social et gouvernance. La MAF souhaite aussi proposer la création d'une conférence en principauté consacrée aux finances durables. La finance durable, c'est l'avenir, c'est un atout de plus pour la place financière monégasque? C'est un atout de toute évidence, mais c'est aussi le sens de l'histoire. Pour innover, pour développer de nouvelles technologies, pour se retrouver, là encore, autour d'un objectif commun qui est d'améliorer les conditions de vie sur cette planète et de la léguer aux générations futures dans les meilleures conditions possibles, ce sont des thématiques que nous reprenons au sein de l'initiative Monaco Finance Durable, d'autant plus que les jeunes générations d'épargnants, d'investisseurs qui ont créé leur entreprise ou qui ont hérité de la fortune de leurs parents, de leurs grands-parents, sont sans doute plus attachés que les générations passées à ces nouvelles problématiques. Et nous devons donc, au niveau de la place monégasque, y répondre. Alors, autre atout de la place monégasque, c'est sa fiscalité. Est-ce que la crise sanitaire pourrait vous contraindre à rendre cette fiscalité moins douce? Absolument pas. Ce n'est pas du tout d'actualité. Nous n'avons aujourd'hui pas besoin de créer de nouvelles taxes ou d'accroître certains impôts ou certaines taxes existantes. Nous avons en 2022 un budget qui est présenté à l'équilibre. L'année 2020 a été exceptionnelle à tout point de vue. En 2021, nous avons tendu vers un rééquilibrage des finances publiques. Et en 2022, donc cette année, le budget est prévu à l'équilibre. Alors, autre sujet d'actualité, la monnaie numérique. Un certain nombre de banques centrales y pensent et y travaillent. Comment voyez-vous ces initiatives? Je les vois avec beaucoup d'intérêt, notamment parce qu'elles émanent des institutions que vous avez évoquées, à savoir les banques centrales. Ces initiatives ont besoin d'être régulées, elles ont besoin d'être encadrées. Et il n'y a pas meilleur acteur au niveau international qu'une banque centrale pour déterminer le cadre juridique, législatif, réglementaire adapté lorsqu'apparaissent de nouvelles technologies disruptives comme le sont les crypto-devises. Loin de moi en revanche l'idée de dire que la régulation, elle est indispensable, c'est un fait, mais qu'elle doit tuer l'innovation. Au contraire, nous devons trouver à Monaco, mais surtout au niveau international, le juste équilibre entre ces innovations que nous voulons encourager, que nous voulons voir se développer sur le territoire de la Principauté, mais bien sûr, un cadre international commun, régulé, et notamment par l'intervention des banques centrales. Alors revenons sur cette place financière monégasque. Comment voyez-vous son avenir ? Une fois encore, je le vois dans un cadre international qui évolue sans cesse et dans lequel nous devons nous adapter. Nous avons eu ces dernières années des nouveaux acteurs, des banques, des sociétés de gestion qui ont choisi la Principauté justement du fait de cet équilibre entre un juste niveau de régulation, de supervision d'un côté, et puis bien sûr la capacité, parce que nous sommes un État agile, de proposer un cadre réglementaire attractif qui leur donne la possibilité de s'installer à Monaco. Si vous voulez, d'avoir Monaco dans une chaîne de création ou de distribution de produits financiers qui attire sans doute les talents,
tout en permettant à d'autres segments de cette activité de demeurer localisés ailleurs en Europe ou dans le monde. Mais comment la rendre plus solide, plus attractive, cette place ? Là encore, il y a eu au mois de décembre dernier un texte de loi qui a été voté par le Conseil national, l'Assemblée monégasque, sur la possibilité de notre commission de contrôle des activités financières, l'équivalent monégasque de l'AMF en France, d'adhérer à l'Organisation internationale des commissions de valeurs. Et c'était également l'occasion de moderniser ce texte qui datait d'une quinzaine d'années. Donc, une fois encore, notre ambition, notre objectif, c'est d'être partie prenante dans ce concert des nations, d'être présent au niveau international, tout en maintenant une attractivité et des spécificités monégasques en matière de création d'entreprises, en matière d'attraction de nouveaux talents et bien sûr d'implantation sur notre sol de nouveaux acteurs financiers. Quels sont les défis à relever pour les prochaines années ? Les défis sont très nombreux. Déjà, il va falloir que nous sortions de la crise sanitaire dans laquelle nous sommes engagés depuis bientôt 2 ans, qui nous a amenés à repenser des modes de travail. Le télétravail, notamment dans les professions bancaires et financières, a été très utilisé. Nous devons repenser également la relation avec le client. Les entreprises peuvent être plus profitables, peuvent avoir un accès au monde facilité à travers le numérique, mais il ne faut pas oublier que le métier de la gestion d'actifs, que le métier du conseil en finance, c'est un métier de femmes et d'hommes qui doit donc être incarné par des personnes physiques. Merci Jean Castellini d'avoir participé à ce grand format sur la place financière monégasque. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Monaco Info.